Je m'appelle Aïda. Et si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ai refusé qu'on me réduise au silence. J'avais 18 ans, fille de Demba Koné, éleveur respecté dans le village de Koutiala. J'étais née dans un monde où les traditions décidaient pour nous. On ne posait pas de questions aux filles. On leur disait, voici ton mari, et elles devaient obéir. Mon tour était venu. Un homme que je ne connaissais pas, plus vieux, plus riche, et sans aucun regard pour mes rêves. Mais cette nuit-là, alors que tout le village dormait, j'ai fait un choix. Le plus difficile de ma vie. J'ai fui. Je n'avais ni plan, ni promesse. Seulement une certitude. Je ne voulais pas d'une vie qu'on m'imposait. J'ai traversé la nuit, le ventre vide, le cœur en feu. Sur ma route, j'ai rencontré des visages. Certains hostiles, d'autres bienveillants. Et peu à peu, au milieu de la peur, j'ai trouvé autre chose. La force. Aujourd'hui, je suis libre. Pas parce que j'ai fui, mais parce que j'ai décidé de me choisir. Et si tu écoutes bien, dans cette voix, tu entendras peut-être la tienne aussi. Celle qui attend encore de se lever. Ce matin-là, l'air avait un goût d'avant l'orage. Le ciel était clair, pourtant tout en moi annonçait que quelque chose allait se briser. Le soleil s'était levé doucement sur Koutiala, mon village, enveloppant les cases de sa lumière dorée. Les femmes pilaient déjà le mil. Les enfants riaient en courant après des chèvres. Tout semblait paisible, mais en moi, c'était l'inverse. J'avais 18 ans, et j'étais sur le point d'être effacé. Mon père, Demba Koné, m'avait convoqué dans la grande pièce. Il n'y avait ni douceur ni regard. Seulement son ton grave, toujours plus fort que nos silences. Quand je suis entré, il n'était pas seul. Il y avait mon oncle, mon frère aîné, et un homme que je n'avais jamais vu. Le marchand. Son regard m'a traversé comme s'il m'achetait déjà. Il m'a à peine souri. Il n'en avait pas besoin. Mon père a parlé sans détour. Le mariage aura lieu dans 3 semaines. Juste ces mots, sans émotion, sans demande, juste une décision, imposée, définitive. Je me suis senti glisser, comme si le sol s'ouvrait sous moi. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mais autour de moi, tout restait figé. Je voulais crier, pleurer, dire non. Mais aucun son n'est sorti. C'était comme si ma langue avait été ligotée par la honte et la peur. Ce soir-là, je suis sortie sans bruit. J'ai marché seule jusqu'au vieux baobab, au bord des champs. C'était mon refuge depuis l'enfance. Un arbre témoin de mes secrets, de mes jeux, de mes prières silencieuses. Je me suis assise à son pied, le regard perdu vers les étoiles. Je pensais à ma mère. Morte trop tôt, elle aurait su me comprendre. Peut-être même me défendre, mais elle n'était plus là. Et moi, j'étais seule. Seule avec cette vie qu'on venait de décider pour moi. J'ai fermé les yeux. Dans le silence de la nuit, j'ai entendu les voix de mes sœurs, elles aussi mariées jeunes. Leurs yeux vides, leurs gestes mesurés, leur résignation. Je ne voulais pas devenir ça. Alors, dans cette nuit tranquille, une décision a germé. Pas une révolte bruyante, non, juste une conviction profonde, inébranlable. Je ne serai pas une prisonnière déguisée en épouse. Je suis rentrée et, dès le lendemain, j'ai commencé à me préparer. Discrètement, je cachais un peu de nourriture. J'ai retrouvé un vieux pagne. Glissé quelques billets que j'avais économisés en secret. Et dans mon petit carnet, j'ai écrit « Je ne suis pas une rebelle. Je suis une fille qui veut vivre. » Chaque jour, je faisais semblant. Je souriais, j'obéissais, mais en moi, la décision grandissait. Et chaque nuit, je révisais ma fuite comme on répète une prière. J'avais peur, oui, peur d'échouer, peur d'être rattrapée, mais j'avais encore plus peur de rester. Peur de disparaître dans une vie qui n'aurait jamais été la mienne. Personne ne venait me sauver. Alors j'allais me sauver moi-même. J'ignorais ce que j'allais affronter. Je ne savais pas jusqu'où mes jambes tiendraient, ni si mes choix me briseraient davantage. Mais une seule chose était sûre, cette nuit-là, mon silence avait cessé. Mon corps, mes rêves, mon avenir. Je les reprenais entre mes mains. Je n'étais plus l'enfant soumise. Je devenais l'ombre qui s'éloignait, pour devenir lumière ailleurs. Quand la lune a disparu derrière les nuages, j'ai su que c'était le moment. Le village dormait, les chiens s'étaient tus, même les criquets semblaient respecter mon silence. Le vent tiède de la brousse caressait mes joues. Et dans ma poitrine, le cœur battait si fort qu'il me semblait hurler dans la nuit. Je portais un pagne noué haut, un vieux sac sur l'épaule, et dans ma main, ma paire de sandales rafistolées. Pas de bijoux, pas de traces, seulement l'essentiel, un carnet, une photo de ma mère, un peu d'argent caché sous mes habits. J'ai traversé la cour, évité les pierres, contourné la case des hommes. Chaque pas me rapprochait de l'inconnu, et m'éloignait du piège qu'on appelait chez moi, destin. Je n'avais aucun plan, juste cette phrase dans ma tête, avance. Tant que tu avances, tu es libre. Le sentier menant hors de Koutiala était familier, mais cette nuit-là, il paraissait étranger. Plus long, plus menaçant. Des ombres dansaient entre les arbres. Des bruits inconnus me faisaient sursauter. Mais je ne me suis pas arrêtée. Puis, soudain, un craquement. Une silhouette. Quelqu'un m'avait vue. Je me suis figée, mon souffle suspendu. J'étais prête à courir. Mais une voix s'est élevée, calme, posée.
Tu vas quelque part, sœur? Il se tenait là, sans armes, sans menace. Un jeune homme, grand, la peau sombre, le regard franc malgré la pénombre. Il portait un sac à moitié ouvert et une lampe frontale pendait autour de son cou. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air seul. Je ne répondais pas. Je n'en avais pas la force. Il a levé les mains, doucement, comme pour dire qu'il ne voulait aucun mal. Je m'appelle Malik. Je marche jusqu'à Ségou. Si tu veux, tu peux marcher avec moi. Je ne te pose pas de questions. Je ne sais pas pourquoi je l'ai cru. Peut-être parce que ses yeux ne m'ont pas regardé comme une proie. Peut-être parce que, dans le désert de la peur, une goutte de confiance peut tout changer. J'ai hoché la tête. Nous avons marché, ensemble, en silence. Nos pas s'accordaient sans s'imposer. Il ne me demandait rien, et cela suffisait à me faire avancer. Au bout de quelques heures, mes jambes ont commencé à faiblir. Ma gorge était sèche, mes épaules brûlaient sous le poids de mon sac. Mais je serrais les dents. J'avais fui, je ne voulais pas faiblir maintenant. On va faire une pause, a murmuré Malik. Nous nous sommes assis près d'un arbre creux. Il m'a tendu une gourde. J'ai bu sans poser de questions. L'eau avait un goût de terre, de vie, de répit. Tu n'as pas besoin de parler, a-t-il ajouté. Mais je veux que tu saches, moi aussi, j'ai fui. Je l'ai regardé, étonné. Il a souri, à peine. Un jour, je te dirai. Mais pas cette nuit. Le silence est revenu. Et pourtant, je ne me sentais plus seule. Quand l'aube a commencé à peindre le ciel de rose et d'orange, Ségou n'était pas encore en vue. Mais dans mes pas fatigués, il y avait une certitude nouvelle. J'avais quitté une vie qu'on m'avait imposée. Et dans cette nuit de pas perdus, j'avais retrouvé quelque chose de précieux, le droit de continuer. Le soleil s'est levé lentement, comme s'il hésitait à illuminer le monde que la nuit avait laissé derrière elle. La lumière s'étalait doucement sur les herbes sèches, dessinant des ombres longues, silencieuses, comme celles qu'on porte en soi sans les nommer. Mes jambes me brûlaient, chaque pas était un combat. Mes sandales s'étaient presque ouvertes, et la poussière s'infiltrait jusqu'à mes os. Mon estomac criait, ma gorge était sèche, et pourtant, je continuais, parce qu'arrêter, c'était retourner. Et retourner, c'était mourir une seconde fois. Malik marchait devant moi, droit, constant. Il ne parlait presque pas, mais je sentais sa présence comme on sent la chaleur d'un feu discret, ni étouffant, ni menaçant. Juste là, à un moment, sans se retourner, il a dit « On n'est plus très loin. Ségou est derrière cette colline. » Je n'ai pas répondu. J'avais cessé de parler, pas par peur, mais parce que je n'en avais plus besoin. Mes silences parlaient pour moi. Ils racontaient les adieux, la peur, la colère. Et aussi cette chose nouvelle que je sentais naître, l'espoir. Nous avons traversé une forêt clairsemée. Des oiseaux chantaient au loin. Le monde s'éveillait, indifférent à ma fuite. Je me suis arrêtée un instant, les mains sur les genoux, le souffle court. Malik m'a regardé. On peut s'arrêter. J'ai secoué la tête. Non, pas maintenant. Si je m'arrête, j'aurais peur de repartir. Il a hoché la tête, respectueux. Il comprenait. Il savait que parfois, ce n'est pas le corps qui fatigue, mais l'âme. Plus tard, alors que le soleil était déjà haut, nous sommes arrivés sur une route goudronnée. Des camions passaient, bruyants, poussiéreux. Des enfants jouaient avec des pneus. Au loin, les premières maisons de Ségou apparaissaient. Des murs en béton, des toits en tôle, des couleurs vives. C'était laid et beau à la fois. C'était vivant. Je me suis arrêtée au bord de la route. Je regardais cette ville inconnue, immense, étrangère, et j'ai pleuré. Pas parce que j'avais mal. Pas parce que j'avais peur. Je pleurais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de fuir. J'étais arrivée quelque part. Malik n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de me tendre un mouchoir en tissu, usé mais propre. Ce geste, si simple, a été plus fort que 1000 discours. Il m'a conduit vers une cantine, près du marché. Une vieille femme y vendait du riz et du poisson séché. Elle avait les yeux durs, le ton sec, mais son regard était celui d'une mère qui comprend. Encore une qui court, hein? A-t-elle lancé à Malik. Il a souri. Elle a haussé les épaules. Ici, on les nourrit. Et après, elle décide. Elle m'a tendu un bol. Je l'ai pris avec des mains tremblantes. Chaque bouchée avait le goût de la survie. Du recommencement. Ce jour-là, je n'ai rien dit. J'ai dormi sur une natte, la tête contre le mur. J'ai senti mon corps lâcher, mon cœur ralentir. J'étais loin de chez moi. Loin de ce qu'on avait prévu pour moi. Mais je respirais. Et ce souffle-là, même faible, était le début de ma liberté. Les jours à Ségou défilaient comme les pages d'un livre que je n'avais jamais pensé lire. J'apprenais à vivre sans surveiller derrière mon épaule. À marcher sans me cacher. À dormir sans cauchemar. Ce n'était pas la liberté totale, non. Mais c'était déjà une forme de respiration. Et pour moi, c'était immense. Je restais chez Marokia, la vieille dame de la cantine. Elle ne posait pas de questions, mais rien ne lui échappait. Elle me laissait une natte, un bol de riz, et un silence rassurant. Dans son regard, il y avait une vérité simple. Tu peux rester, ou partir. C'est toi qui choisis. Un soir, alors que je lavais les marmites derrière la cantine, un homme est arrivé.
Il portait une tunique beige et une casquette noire tirée bas sur son front. Il avait une démarche tranquille, mais son regard profond, calme, presque trop calme. Je cherche une fille, a-t-il dit à Marokia. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains se sont figées. Est-ce que mon père m'avait retrouvé? Est-ce que quelqu'un m'avait vu? Mais Marokia n'a pas bronché. Elle a haussé un sourcil. Ici, on ne trouve que celles qui veulent être trouvées. L'homme m'a vu. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas souri, ni parlé. Puis il a hoché la tête et s'est éloigné. Ce n'était pas un envoyé. Ce n'était pas un piège. Il est revenu le lendemain. Et le jour d'après, il s'appelait Idriss. Un éducateur. Un homme du carrefour, comme l'a dit Marokia. Il y a des gens qu'on croise au bon moment, m'a-t-elle soufflé. Ils n'avancent pas pour nous, mais ils éclairent le chemin. Idriss m'a proposé de le suivre un matin, sans insister. Il m'a emmené dans un quartier plus calme, un peu en retrait. Là, un bâtiment simple, propre, avec des murs peints à la main. C'était un foyer pour jeunes filles. Des filles comme moi. Certaines riaient fort, d'autres restaient dans l'ombre. Il y avait une salle de couture, une classe, une cour où poussaient des manguiers. Tout semblait fragile, mais vivant. Idriss m'a dit, ici, tu peux apprendre. Lire, écrire, coudre. Ou juste rester un moment. Je n'ai rien répondu, mais mes yeux parlaient pour moi. J'étais fatiguée d'être en fuite. Fatiguée d'avoir peur de demain. J'ai accepté. Je suis revenue le lendemain. Puis le jour suivant, on m'a appris à tenir une aiguille, à tracer des lignes droites sur du tissu. À lire des lettres, à écrire mon nom. C'était difficile, humiliant, parfois. Mais pour la première fois, chaque difficulté avait un sens. Un matin, Idriss m'a tendu un cahier. Il m'a dit, tu peux y écrire ce que tu veux. Même si personne ne lit, toi, tu sauras. Ce soir-là, j'ai écrit. Je suis Aïda, je suis en chemin. Je ne sais pas encore où je vais, mais je marche. Et tant que je marche, je suis vivante. À partir de ce jour, j'ai cessé de compter les blessures. Je comptais les pas. Et Idriss, il n'a jamais cherché à me sauver. Il m'a simplement montré qu'on pouvait choisir une autre route. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'homme du carrefour. Ségou, son nom avait toujours évoqué pour moi une ville lointaine, bruyante, étrangère. Mais en y marchant chaque jour, en respirant sa poussière, en écoutant ses bruits, j'ai commencé à l'apprivoiser. Et elle m'a accepté, lentement, sans me juger. Ces rues étaient bordées de maisons en tôle ondulée, de marchés improvisés, de femmes aux foulards vifs qui portaient leur monde sur la tête et leur courage dans les yeux. Les enfants couraient, les rires fusaient, les motos grondaient. Il y avait dans cette ville un désordre magnifique, et une forme de liberté. Je me rendais chaque matin au foyer. Là-bas, on m'apprenait à coudre, à lire, à compter, mais ce que j'apprenais surtout, c'était à exister. J'aimais entendre le bruit de la craie sur le tableau, le froissement du tissu qu'on découpe, les voix des filles qui racontaient leurs histoires entre deux points de couture. On n'avait pas toutes fui les mêmes choses. Mais toutes, on avait fui quelque chose. Il y avait Aminata, vive, drôle, rapide comme le vent. Il y avait Kadi, plus réservée, qui dessinait dans un coin dès qu'elle en avait le temps. Et puis il y avait moi. Toujours un peu en retrait, mais de plus en plus solide. Un après-midi, on m'a confié une livraison, apporter une robe à une cliente dans le quartier de Pelengana. J'ai marché seule, le sac bien serré contre moi. C'était la première fois que je me déplaçais sans accompagnement. En passant près d'un arrêt de car, j'ai aperçu une jeune fille assise sur une pierre. Elle avait l'air perdue. À peine 16 ans, les yeux grands ouverts mais vides, un panier mal attaché, les pieds sales. Je me suis arrêtée. Tu attends quelqu'un? Ai-je demandé. Elle a sursauté, puis a répondu, presque en chuchotant. Je veux partir. Je ne sais pas où. Mais je dois partir. Je l'ai regardée, et j'ai vu en elle ce que j'étais, quelques semaines plus tôt. Alors, sans réfléchir, je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai parlé, de ma fuite, de mes nuits sans sommeil, de la peur, du foyer, de Marokia, d'Idriss. J'ai raconté sans trop en dire. Juste assez pour qu'elle sente que ce qu'elle vivait n'était pas une fin, mais peut-être un début. Elle m'a écoutée, et quand j'ai terminé, elle m'a demandé. Tu crois que moi aussi, je peux recommencer? Je n'ai pas hésité. Oui, mais il faudra marcher, et croire en toi, même quand tout semble perdu. Elle a hoché la tête. Rien n'était encore décidé pour elle. Mais une lumière minuscule s'était allumée dans son regard. Ce soir-là, en rentrant, j'ai compris que ma fuite n'était plus un secret honteux. C'était une force, un feu discret que je pouvais transmettre. Pas pour sauver, juste pour dire, c'est possible. Et dans les rues de Ségou, parmi le tumulte, les klaxons, les marchés, j'ai senti que j'avais trouvé plus qu'un refuge. J'avais trouvé un rôle, une raison. Je n'étais plus seulement une fille qui s'était échappée. J'étais une fille debout. Et parfois, être debout, c'est déjà changer le monde. Il y avait en moi un feu silencieux. Invisible, mais constant. Un feu qui ne brûlait pas pour tout détruire, mais qui refusait de s'éteindre. Même dans les jours calmes, même dans les gestes appris, il restait là, caché sous mes sourires. Il était fait de colère retenue, de tristesse ancienne, et de vérité encore enfermée.
Je cousais bien, j'apprenais vite. Au foyer, on disait souvent que j'étais disciplinée, forte. Mais personne ne voyait ce qui se passait quand je refermais la porte de ma chambre, seule face au miroir ébréché, à cette fille qui portait encore le poids d'un passé qu'elle n'avait pas choisi. Je pensais à mon père. Demba Kone, l'homme qui m'avait élevée sans jamais me demander qui j'étais. Celui pour qui le respect comptait plus que l'amour, plus que la liberté. Je revoyais son visage fermé, sa voix qui ne laissait pas de place à la discussion. Je repensais à cette pièce, à cet homme venu de la ville, à la phrase tombée comme une sentence, le mariage aura lieu dans 3 semaines. Et même si j'étais loin, même si je ne portais plus son nom comme un fardeau, je sentais encore sa main sur mes choix. Il vivait en moi, par l'injustice. C'est Idriss qui aperçut ce que je cachais. Tu avances bien, m'a-t-il dit un soir. Mais tu avances en silence. Est-ce que tu te permets de guérir? Je n'ai rien répondu. Tu ne peux pas bâtir sur une plaie ouverte, Aïda. Ces mots sont restés, pendant des jours, comme une pluie lente qui tombe sur une terre sèche. Alors un soir, j'ai pris un stylo. Et une feuille. Et j'ai écrit. Baba, tu n'as jamais levé la main sur moi. Mais tu m'as enfermé avec tes décisions. Tu m'as regardé grandir sans jamais me demander ce que je ressentais. Pour toi, j'étais une dette à régler, une fille à placer. Je ne t'écris pas pour te haïr. Je t'écris pour me libérer. Je suis partie, et j'ai eu peur. Mais aujourd'hui, je suis debout. Sans ta bénédiction, sans ton regard. Et je ne suis pas une honte. Je suis une victoire. J'ai replié la lettre. Je l'ai lue à voix haute. Une seule fois. Puis je l'ai brûlée. Les flammes ont dansé lentement, éclairant ma peau, mes mains, mon souffle. Et dans cette cendre, j'ai senti le feu se transformer. Il ne me rongeait plus. Il me nourrissait. Il devenait force. Le lendemain, j'ai cousu une robe pour une jeune fille du foyer. Elle voulait quelque chose de simple, mais coloré. Je lui ai montré le miroir une fois fini. Elle s'est regardée. Elle a souri. Un vrai sourire, franc, sans peur. Et là, j'ai compris. Je n'étais pas venue à ses goûts pour fuir. J'étais venue pour renaître. Et ce feu que j'avais porté en moi, ce feu qui m'avait fait fuir dans la nuit, il ne m'appartenait plus seul. Il pouvait aussi réchauffer d'autres filles. Des filles comme moi. Je me tenais debout, devant elles. Une vingtaine de filles assises sur des nattes, dans une pièce éclairée par la lumière douce du soir. Le plafond en tôle grinçait parfois sous les rafales du vent. Certaines filles évitaient mon regard. D'autres me fixaient comme si j'étais une énigme. Moi, j'avais le cœur qui tambourinait, mais je ne tremblais pas. Plus maintenant. Je m'appelle Aïda, ai-je commencé. Ma voix était calme, posée. Mais en moi, les souvenirs se bousculaient. J'ai fui un mariage qu'on avait décidé pour moi. J'ai fui la peur. J'ai fui le silence. Il n'y a pas eu de réaction. Juste un silence attentif, suspendu. Alors j'ai raconté. Pas pour me plaindre, pas pour faire pitié, mais parce que raconter, c'était offrir une clé. J'ai parlé de Koutiala, de mon père, du regard vide de l'homme qu'on voulait me donner. J'ai parlé de la nuit noire, de Malik, de ses goûts, de Marokia, d'Idriss, du foyer, des premiers pas, des blessures invisibles. J'ai parlé du feu, de la cendre, de la lettre brûlée, et puis je me suis tue. Une fille a levé la main. Elle avait 15 ans à peine. Les yeux brillants. Tu as eu peur? J'ai souri doucement, chaque jour, mais j'ai appris à marcher avec ma peur, au lieu de lui céder la place. Alors une autre a parlé. Puis une autre. Elles ont raconté leur fuite, leur silence, leur violence. Leurs rêves aussi. Et très vite, la salle s'est remplie d'un chant invisible. Une symphonie de blessures et de renaissance. Un cœur de filles debout, même quand le monde les voulait à genoux. Ce soir-là, quelque chose a changé. Nos récits, nos douleurs, nos luttes. Rien de tout cela n'était vain. Parce qu'à force de se raconter, on devenait visible. Et dans cette visibilité, il y avait du pouvoir. Les jours suivants, nous avons organisé des cercles de parole. Des ateliers d'écriture. Des groupes de couture. Et chaque activité devenait un prétexte pour tisser des liens, pour allumer des lumières intérieures. J'ai aidé à ouvrir un petit atelier avec l'aide du foyer. Une pièce simple, 2 machines à coudre, un mur peint de couleurs chaudes. Une pancarte sans prétention, espace des filles libres. Elles sont venues. 1, 2, 10. Des filles de la rue. Des filles rejetées. Des filles en colère. Des filles muettes. Toutes avec leurs valises invisibles. On n'avait pas de diplôme. Pas de certificat. Mais on avait ce que personne ne pouvait nous retirer. La vérité de nos parcours. Et chaque jour, en les voyant sourire, oser, rêver, je me souvenais de cette fille que j'étais, seule sous le baobab, le cœur déchiré. Je ne regrettais rien. Je n'avais pas fui pour disparaître. J'avais fui pour renaître. Et aujourd'hui, ma voix n'était plus qu'à moi. Elle était la leur aussi. Dans chaque robe cousue, dans chaque histoire écrite, dans chaque silence brisé, une graine était plantée. Et dans l'armatan du matin, si l'on tendait bien l'oreille, on pouvait l'entendre, cette force discrète, profonde. Je ne suis plus celle qu'on voulait faire taire. Je ne suis plus la fille que l'on marie sans la regarder, que l'on enferme sous prétexte d'honneur. Je suis Aïda, celle qui a dit non.
celle qui a fui dans la nuit, sans promesse, avec seulement sa peur et son courage pour bagage. Je suis tombée, j'ai douté, j'ai pleuré, mais je me suis relevée. À ses goûts, j'ai trouvé plus qu'un refuge. J'y ai trouvé un chemin. Et dans ce chemin, j'ai trouvé d'autres filles comme moi. Ensemble, on a transformé nos blessures en force, nos silences en voix. Aujourd'hui, je ne vis plus cachée. Je parle, je transmets, j'écoute, je tends la main à celle qui doute encore, à celle qui croit que fuir, c'est trahir. Non, fuir, parfois, c'est survivre. C'est choisir de vivre. Je ne sais pas si mon père m'a pardonné. Mais moi, je me suis pardonné de m'être choisie. Et chaque fille que j'aide à se relever me rappelle une chose, la liberté n'est jamais donnée. Elle se gagne, pas à pas, voix après voix. Et tant qu'une seule fille ose parler, alors la mienne continuera de résonner. Si cette histoire a résonné en toi, si tu crois, toi aussi, que chaque fille mérite de choisir sa route, alors ne laisse pas cette voix s'effacer. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits vrais, profonds, remplis de courage et de dignité. Like, partage et commente, parce que parfois, un simple mot peut réveiller la force chez quelqu'un d'autre. Ta voix, ton regard, ton soutien, ils comptent, et ensemble, on peut continuer à faire vivre ces histoires que l'on veut trop souvent faire taire. Ici, chaque silence brisé devient un pas vers la liberté. Ici, on écoute, la voix des filles libres,